Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai déjà le plaisir d'accueillir Monsieur Stéphane Ludwig, qui vient de rejoindre donc la liste d'une alternative pour Lunéville suite à la démission de Monsieur le maire. Donc, bienvenue à vous, monsieur. Les services vous font signer la charte de l'élu. D'accord? Voilà, ok, parfait. Ok. Donc, je vais faire l'appel. Donc, je suis présente. Frédéric Bréjard. Présent. Edith Bagarre. Présente. Gérald Bardot. Présent. Catherine Laurin. Présente. François Franier. Présent. Virginie Génaud. Jonathan Villers. Présent. Colette Mansuet, excusée, elle a donné pouvoir à Edith Bagarre. Jacques Lamblin. Marie Virou. Joël Dissandro. Christian Flavenot. Michel Bosch. Benoît Talot devrait arriver. En plus, hier, Jean Courbet lui a donné son pouvoir. Claude Bailly a donné pouvoir à Christian Flavenot. Catherine Duchesne. Alors, Stéphane de Gugis va peut-être arriver en retard, mais en attendant, il a donné pouvoir à Virginie Génaud. Valérie Didier. Caroline Thomas, je ne sais pas. Ludovic Chaumet. Laurie Périssé ne s'est pas excusée non plus. Alexandra Hugo. Geoffrey Mérez-Volo. Nolan Bartel est excusé, il a donné pouvoir à Geoffrey Mérez-Volo. Pascal Huillier. Anne-Marie Marino va certainement arriver. Barbara Bertozzi-Bievolo. Thibaut Valois, excusé, il a donné pouvoir à Barbara Bertozzi-Bievolo. Laetitia Saucier a donné pouvoir à Pascal Huillier et Stéphane Ludwig. Et Christelle Viveau, donc, est absent. Bien, donc on va élire le ou la secrétaire de séance. Je propose à Marie Virou d'être notre secrétaire de séance. Elle veut bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je ne pense pas. Donc, qui est contre la candidature de Marie Virou? Qui s'abstient? Marie Virou, vous êtes notre secrétaire de séance. Pardon? Excusez-moi. J'ai juste une petite question depuis que je siège. Ça consiste en quoi le secrétariat de séance? À signer le PV, tout simplement. Voilà, à s'assurer que le PV est conforme à l'ordre du jour. Voilà, et voilà. C'est un gros travail que Marie fait avec grand plaisir. Donc, traditionnellement, c'est ou Marie Nolan. Alors, deuxième sujet, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 10 avril. Est-ce qu'il y a des... arrivée de Madame Di Marino. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce PV? Non. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Ensuite, concernant les décisions exécutoires que j'ai prises depuis 2 mois, vu qu'on n'a pas eu de conseil au mois de mai, est-ce qu'il y a des questions? Madame Di Marino, debout, dit oui. Installez-vous. Je vous donne la parole. On vous écoute. Oui, merci Madame le maire. Oui, vous avez signé un contrat de cession avec un artiste pour une réalisation d'une construction monumentale participative pour le 1er janvier 2026. De quoi s'agit-il? Redonnez-moi voir le numéro, s'il vous plaît. 2025-94. Ah, puis c'est pas dans l'ordre en plus. Oui, non, mais moi, si vous voulez bien, je vais lire sur mes feuilles à l'ancienne. Alors, c'est dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire. C'est pas pour le 1er janvier 2026, c'est pour 2026. On est aidé dans le cadre du label à 50%. Et l'idée, c'est de travailler avec l'artiste sur l'église Saint-Jacques dans le cadre de la fin de la rénovation de l'église Saint-Jacques. On rappelle l'église Saint-Jacques, dernière tranche, dans 1 an. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura une mise en valeur monumentale de l'église dans le cadre de la réhabilitation, pas finale, parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire à l'église Saint-Jacques, mais au moins de la façade.
Voilà. Et cet artiste, qui est? Enfin, comment Alors, vous l'avez- son nom est dessus, hein, c'est Olivier Grossetête. On le voit, enfin, on va pas regarder sur YouTube, mais vous pouvez regarder sur YouTube, il fait plein d'animations et c'est du carton. En général, il fait ça pour justement ou la rénovation de monuments ou la construction de monuments. C'est comment? Des maquettes, je cherchais le terme, merci. Des maquettes en carton qui sont ensuite, c'est très éphémère, hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment éphémère, hein. Voilà. Oui, voilà, on va faire venir, on peut, alors, je crois qu'il peut y avoir jusqu'à une centaine, mets ton micro si tu veux. Oui, participatif, que ce soit des petits aux plus grands, des classes, des maisons de retraite. Il y a tout un projet là-dessus. Ouais. Donc, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en délibérer à un moment ou à un autre, ou pas du tout. Ben non, vu que c'est une décision. Par contre, en commission culture, vous en parlerez au moment venu. Hein? Oui, allez-y, je vous en prie. 2025-126. Vous avez Ouais. signé un contrat de prêt auprès de la Société Générale pour un montant de 2 millions d'euros. Oui. De quoi s'agit-il? Bah, c'est les prêts qu'on fait traditionnellement tous les ans à la même époque, hein. Et là, c'est un prêt sur 20 ans avec le Ribor, mais le Ribor bouge tout le temps, hein. Actuellement, on est à 2,60 de taux. Voilà. C'est les prêts qu'on fait de manière classique tous les ans à peu près à la même époque, quoi. Ouais, c'est ça, pour financer les investissements, C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, on va pouvoir aborder la première délibération. Donc, qui concerne le budget supplémentaire. Donc, le premier, c'est le budget principal. Donc, je vous donnerai les chiffres après. Donc, en fait, ce BS, donc ce budget supplémentaire est le dernier du mandat. Il correspond aux objectifs qu'on s'est fixés en 2020. J'ai à dire, et ce, malgré le Covid, l'inflation, ce qu'on n'avait pas imaginé au départ. Donc, on avait plusieurs engagements, l'endettement, donc, et un endettement inférieur à 2020. On avait annoncé qu'on fera un événement au minimum à l'endettement de 2020, et là, on est inférieur à 2020. Donc, l'endettement en 2020 était de 25 436 000, pardon, et en 2025, il sera de 25 083 000 euros. Donc, inférieur. L'investissement en 2025, tout budget confondu, est de 13 600 000 euros, tout budget confondu. Avec les reports 2024 qui n'ont pas... Vous ne pouvez pas mettre la délibération? Oui, non. Avec les reports 2024 qui n'avaient pas été réalisés, plus tous les travaux 2025, tous les... Ah, ça fait mal aux yeux. Hein. Tous les... Excusez-moi, mais... Et tous les travaux 2025. Donc, tout budget confondu. L'épargne brute, je vous rappelle qu'on avait un objectif de 3 500 000 euros. Notre épargne brute est de 3 600 000 euros. Donc, on dépasse également légèrement l'objectif. Et on a baissé les taux sur le mandat, hein, je vous rappelle, 3 années consécutives, de 5%. Donc ça, c'est quelque chose également qui est important à renoter. Je dois dire donc que ces résultats sont conformes à nos objectifs, les objectifs qu'on s'était fixés, grâce à un travail sérieux des équipes de la mairie. Et là, j'associe tous les élus, bien évidemment, et les agents. Et grâce aussi à une administration responsable et respectueuse des deniers publics. Donc, monsieur le directeur, vous remercierez tous les agents de la ville de Lunéville, et moi, j'en profite pour remercier
tous les élus. Sur la section fonctionnement en recettes, alors je pense que vous avez lu le petit document annexe au lieu de vous lire toutes les pages. En recettes, il y a 92 000 euros de plus par rapport au budget principal, grâce à la péréquation donc DSU, DSR, et le classement aussi, il faut le noter, d'une partie du secteur de la ville en ZRR, ce qu'on a voté il y a quelques mois maintenant, qui est la zone de revitalisation rurale. Je vous rappelle que ça exonère de charges et de contraintes fiscales les entreprises et les professions libérales qui ont moins de 11 salariés. Et aussi une recette supplémentaire grâce à l'augmentation de la population. Je vous rappelle qu'en 2024, on avait un petit peu plus d'habitants, donc c'est aussi grâce à ça qu'on a des recettes supplémentaires. L'impact de la baisse fiscalité donc, sur le BS donc, par rapport au BP est de moins 87 045 euros. Et là, je rappelle que la perte sèche pas pour l'année 2025 est de 200 000 euros. En dépenses, on a des dépenses supplémentaires. On a 150 000 euros de plus d'assurance, ce qui est important. Je ne l'ai pas forcément évoqué au conseil municipal, mais je peux vous dire qu'en fin d'année, enfin, vous entendez souvent dans la presse écrite ou la télévision que des communes ont du mal à s'assurer. Nous, on a eu une seule offre et donc on n'a pas eu le choix. Notre assureur a bien voulu nous réassurer, mais avec une augmentation de 150 000 euros, en sachant que malgré qu'on a on utilise peu notre assureur. Il faut le savoir. Mais si demain on n'a plus d'assureur, plus personne ne peut travailler. Les engins ne sortent plus, le personnel n'est plus assuré, etc. On a 50 000 euros sur ce BS pour la redevance d'eau pluviale versée à la communauté de communes. Je rappelle que la redevance eau pluviale, c'est 700 000 euros par an pour notre commune aujourd'hui. Et on a également 250 000 euros de taxes sur les logements vacants. En produit, ça c'est important, en produit 2024, on avait notifié 480 000 euros, mais il y a des dégrèvements qui sont décidés par la DGFiP. Et donc, du coup, on retire tous les dégrèvements, ce qui veut dire que là, on retire 250 000 euros sur le BS. Mais pour faire court, la THLV nous rapporte 230 000 euros aujourd'hui à l'année, ce qui est le chiffre certain donc pour l'année 2025. S'il y a moins de logements vacants, il y en aura moins d'exonération et c'est l'objectif, je vous le rappelle. Sur les recettes d'investissement, on a réajusté toutes les dotations et les subventions d'équipement. Vous les avez sur les pages 9 et 10 du document. On réajuste en fonction des travaux. Et puis, au niveau de l'emprunt, on empruntera au maximum 3 500 000 euros en 2025, mais on remboursera 1 200 000 euros. Au niveau des dépenses d'investissement, c'est conforme au budget 2025. On dit toujours que le BS, c'est un budget d'ajustement. Donc, à quelques exceptions près, on a 100 000 euros de plus sur le projet des berges de la Meurthe, 51 000 euros pour toutes les voiries qu'on va faire en 2025. Et puis, ce sont les agents de la voirie, deux collaborateurs de M. Didier, qui travaillent sur le jalonnement dynamique. On n'est pas passé par une société extérieure. Donc, on retire 200 000 euros sur le budget jalonnement dynamique qui sera donc réalisé en interne. Voilà ce que je voulais vous dire sur le BS. Le BS est complètement conforme au BP. Quelques petits ajustements en fonction des dotations et puis des travaux qu'on ajuste au fur et à mesure des appels d'offres que l'on propose. On délibérera au fur et à mesure, ou alors, pardon, je vais là trop vite. Je me crois au compte administratif. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur le budget supplémentaire du budget principal de la ville ?
Pas de question, conforme. Ah ben, alors, Madame Bertozzi a levé la main en même temps, et comme tu es galante, Madame Bertozzi, et après Jacques Lamblin. Non, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est vraiment une remarque de pure forme. Comme vous l'avez dit, le budget le budget supplémentaire est complètement conforme à votre budget de départ, donc on ne va pas perdre de temps. Les modifications sont purement techniques. Elles ne vont pas du tout dans le sens de ce qu'on avait demandé, donc on votera contre, comme on a voté contre le budget. Parfait. Merci, Madame. C'est pas une surprise, comme vous l'avez dit, donc voilà. Je précise qu'en ce qui me concerne, je voterai pour, comme j'avais prévu. Alors, je veux simplement faire une remarque par rapport à un sujet sur lequel tu as insisté, c'est l'évolution extrêmement importante des assurances que l'on doit payer, parce qu'évidemment, on ne peut pas garder les bâtiments municipaux sans assurance, sans couverture, parce qu'un drame peut toujours arriver. Et là, on est quand même, on peut dire, quasiment rançonné, quoi. Parce que c'est des augmentations. Et on est content d'avoir été assuré. Et on est content d'avoir été assuré. Alors, j'ai entendu, là, il y a quelques jours, il y a des idées qui partent au niveau du Sénat, me semble-t-il. Oui, L'idée, c'est de mutualiser, de faire un peu le système des mutuelles, mais avec les collectivités locales, c'est-à-dire que le risque serait global et puis en fonction des sinistres, la prise en charge serait également collective, en quelque sorte. Voilà. C'est quelque chose à méditer, hein, parce qu'on ne peut pas rester sur des bases comme celle-là, c'est pas possible, à mon avis. Alors, je vais juste... le sénateur Husson m'a envoyé un questionnaire pour voir les contraintes qu'on a vues, etc. Bien évidemment, j'ai répondu à son questionnaire, quoi. Voilà. Monsieur L'Huillier. Oui, mais je rejoins Jacques Lamblin. Hein, effectivement, ça devient catastrophique, mais ça devient catastrophique pour tout l'ensemble du système assurantiel français. On voit bien la logique mercantiliste qui arrive au bout du bout, et quand ils ne font pas d'argent, ils ne veulent pas assurer, parce que derrière, il y a de la catastrophe naturelle, et c'est collectivement qu'il faut le prendre en charge. Mais s'il faut le prendre en charge collectivement, moi, je serais bien ravi d'ailleurs qu'on puisse mutualiser, mais dans un système autre que le système mercantile. Ce serait bien si on pouvait compter sur des assurances telles qu'on les avait il y a une trentaine d'années. Je ne suis pas nostalgique, mais au moins ça permettait d'avoir des assurances qui ne faisaient pas de bénéfices et donc qui pouvaient subvenir aux besoins de tout un chacun, y compris des collectivités. Ok, je rappelle juste que les assurances sont des assurances privées. Bah oui. Voilà. Bah oui, malheureusement. Avant, il y avait des... Éteignez votre... Excuse-moi, Pascal, juste une rectification. Actuellement, le système des mutuelles est quand même très bien installé en France, en direction des personnes individuelles, quoi, du public, quoi. Il y a quand même la LAMGEN, etc. C'est des mutuelles, hein. Bon, alors... c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, juste... simplement, c'est pas un débat, mais je tiens à préciser ça quand même. Et ça mérite d'être analysé, quoi. On verra bien. Hein. Ne serait-ce que pour créer une concurrence qui finira par gratter ceux qui se laissent pousser les ailes. Ok. Donc, un petit mot Madame la maire sur la concurrence, puisqu'il emploie, Jacques, il emploie le mot de la concurrence. Mais à chaque fois, on nous fait le coup de la concurrence, à chaque fois, ça ne fait pas baisser le prix. On le voit pour l'ensemble des services publics, à chaque fois, ça explose. Donc, ce n'est pas le système de concurrence qui fait baisser les prix. Je suis lucide, je ne te convaincrai jamais, mais tu ne me convaincras pas non plus. Moi, je rajouterais juste que quand il y a des mutualisations, ça ne coûte pas forcément moins cher à nos concitoyens. Oui, aux concitoyens que nous sommes.
Donc, je vais vous lire la délibération, pardon. Le budget supplémentaire du budget principal pour 2025 se présente de la façon suivante. Donc, fonctionnement en recettes, 1 491 162 € et 32 centimes. En dépenses, la même somme. En investissement, 3 974 790 € et 97 centimes. Et en dépenses, la même somme. Le projet de délibération, donc c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire du budget principal 2025 pour un montant de 5 465 957 € et 29 centimes. Donc, qui est contre? Donc, le groupe Une Alternative. Qui s'abstient? Donc, le budget est adopté à la majorité. Budget supplémentaire. Le budget supplémentaire principal, maintenant le budget de l'eau. Donc sur le budget de l'eau, on va affecter un résultat de 137 069 €, donc pour se désendetter. Autrement, il n'y a aucune modification ni aucune chose particulière. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Donc, on va le voter. Donc, qui est contre ce budget supplémentaire de l'eau? Donc, le groupe Une Alternative pour l'Univille. Qui s'abstient? Il est voté à la majorité. Le budget supplémentaire, normalement, après, c'est location de salle, donc, ou location en général. Donc là, rien de particulier, sauf qu'on fait un résultat de 77 000 €. Et ce résultat, on en profite pour réimputer du personnel, concierge, personnel d'entretien, ou même la personne qui gère tout le dossier location au budget location. Parce qu'on ne peut pas. Donc, en fait, on profite vraiment de remettre ce budget complètement à plat en mettant tout le personnel qui travaille sur nos locations sur ce budget-là. Donc, le résultat sera affecté pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on va voter. Qui est contre? Donc, toujours le groupe. Oui, monsieur, vous hésitez, je vous vois. Toujours le groupe. Ah, quelquefois, Donc, le groupe Une Alternative pour l'Univille est contre. Qui s'abstient? Donc, ce budget est adopté à la majorité. Et ensuite, le budget restauration. Donc là, on reprend le résultat donc, du BP. Ce qu'il faut savoir, c'est que, qu'on soit clair, vous aviez vu depuis l'inflation, donc 22-23, les budgets restauration ont augmenté de manière exponentielle, surtout les achats les achats. Que là, ça y est, se stabilise enfin, et qu'on avait signé, vous vous en souvenez, j'avais signé un groupement d'achat avec différents lycées, et ça fonctionne bien, vu qu'on est plus nombreux, on arrive à mieux acheter, et donc les prix se stabilisent, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va reprendre le résultat au budget principal, et puis on va croiser les doigts pour que les prix ne flambent plus. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget restauration? Non. Alors, Benoît Tallot, qui est arrivé tout à l'heure. Je n'ai pas une question sur le budget restauration, j'ai une question sur le budget principal. Il est Alors, voté, je sais bien qu'il a été voté, mais la présentation du budget me laisse perplexe, sceptique et dans l'incompréhension. Puis-je poser cette question? Alors, on va déjà faire le budget restauration, on va rester dans l'ordre et vous la poserez après, Monsieur Tallot. Comme ça, au moins, en sachant que ça a été voté. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le budget restauration? Non.
Donc je vais vous relire les éléments. Donc le budget supplémentaire du budget restauration pour 2025 se présente de la façon suivante. En fonctionnement, en recettes, 7 828 € et 98 centimes. En dépenses, la même somme. En investissement, en recettes, 15 661 € et 68 centimes. En dépenses, la même somme. Et donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire du budget restauration 2025 pour un montant de 23 490,66 €. Alors, on va le voter. Qui est contre ce budget? Toujours le groupe Une Alternative pour l'Univille. Qui s'abstient? Donc, ce budget est voté à la majorité. Alors, Monsieur Talot, je vous écoute. Nous vous écoutons. C'est au sujet des dépenses d'investissement. Catherine, tu annonces dans ta présentation... Monsieur Talot, je vous appelle Monsieur Talot. On va m'appeler Madame le maire, comme tous les collègues. Au mieux, je vous appellerai Madame Paya. Je ne vais pas vous obliger à m'appeler par mon titre. On n'en serait pas là. Vous annoncez que le vous est de rigueur. 16 707 000 € de dépenses d'équipement, dont les 13 192 000 en dépenses d'équipement. Alors, vous les ventilez. Je peux comprendre que nous avons voté un budget principal à 10,5 millions d'investissement. Jusque-là, tout va bien. Le reste à réaliser de 4 millions, on le retrouve là, présenté en 2024. Ça me semble logique. Ce que je conteste, c'est la présentation que je trouve fallacieuse du montant total des investissements en 2025. Tout le monde sait que quand il y a du reste à réaliser sur une année, c'est fréquent. Donc à la fin de l'année, il y aura encore un reste à réaliser. Vous n'aurez pas investi les 16 millions que vous présentez. Par ailleurs, vous annoncez au budget supplémentaire 3 974 000 € d'investissement. Or, dans votre rapport de présentation, je n'en trouve pas le descriptif. Et quand je regarde le budget qui est présenté dans les pages qui suivent, comme vous m'avez accusé de ne pas savoir compter, je le reconnais. Là, en l'occurrence, je ne retrouve pas mes petits. Donc, j'aurais bien aimé avoir une explication. Alors, si vous étiez arrivé à l'heure, Monsieur Talot, j'ai déjà le budget voté, donc je vais répondre à la question poliment, moi. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on allait investir en 2025 13 600 000 € et que tout budget confondu, et que ce sont donc les reports 2024 et les investissements prévus au budget 2025. Voilà, donc vous avez les éléments. Le budget supplémentaire a été voté. Maintenant, tout le monde était là à 19h30. Vous n'étiez pas là. Bah, écoutez, donc, il n'y a pas de questions. Merci. Ces explications ne me satisfont pas. Mais comme d'habitude, vous m'enlevez les mots de la bouche et vous me coupez la parole. Très bien. Au revoir. Parfait. Alors, maintenant, donc, nous allons... Non, question. Donc, comment? Toute la contradiction. Mais t'as pas l'impression, t'arrives un peu là, excusez-moi de prendre la parole, Madame la maire, mais là, ça me saoule. C'est bon, on va à un moment donné, on va pas être là pour polémiquer, on est là pour un conseil municipal. D'accord, s'il y a des différences entre vous, ça vous regarde, mais en même temps, vous ne revenez pas à chaque fois en arrière sur un point, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Là. Moi, j'ai une vie aussi à côté du conseil municipal. J'arrive au bon moment, je repars au bon moment. On ne va pas rester un quart d'heure de plus à chaque fois, parce que quelqu'un repose une question sur l'appréciation précédente. Voilà, merci. Bien, donc je vais reprendre le débat et le cours. La délibération suivante concerne
les créances éteintes donc, pour l'exercice 2025. Je vous rappelle qu'il y a toujours, ça pour les 3 délibérations, c'est la même chose. Hein. Il y a un travail donc, qui est fait par nos services et ensuite c'est le Trésor public qui reprend tous les dossiers sur les créances qui ne se sont pas payées en général. Donc je tiens à le dire, il y a vraiment un gros travail des services et ensuite du Trésor public de l'Univille. Et moi j'en profite pour les remercier publiquement. Donc la première délibération sont les créances qui sont définitivement éteintes par décision de justice. Donc, sur le budget principal, 787,85 centimes, pardon, et sur le budget restauration, 1432 € et 65 centimes. Voilà, de toute façon, c'est des décisions de justice, les gens ne payeront pas, donc c'est ce qu'on appelle les créances éteintes. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'admettre en créance éteinte au titre de l'exercice 2025 par émission de mandat sur la nature 6542. En budget principal, enveloppe 19 947 pour un montant de 787,85 €. Et en budget restauration, enveloppe 11 188 pour un montant de 1432,65 €. Alors, je le rappelle, comme à l'accoutumée, hein, vous avez des noms derrière, bien évidemment, ce ne sont que pour les membres du conseil municipal. On reste sérieux par rapport aux personnes qui peuvent avoir des difficultés. C'est la même chose pour les 3 délibérations. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on va voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Ensuite, toujours concernant les créances, donc ce sont les admissions en non-valeur. Donc, pour rappel, là, c'est le Trésor public qui a tout fait pour récupérer des montants, mais comme ce ne sont pas des liquidations ou personnelles ou d'entreprise, il reste encore un peu de chance d'en récupérer. C'est pour ça que la trésorerie nous demande de les passer en admission non-valeur. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je pense pas, hein, c'est assez. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal. Après avis de sa commission des finances, décide d'admettre en non-valeur au titre de l'exercice 2025 par émission de mandat sur la nature 6541. Donc, sur le budget principal, là, le chiffre, il est bizarre là. 2355,40 €. Et sur il manque la virgule ou le point, oui. Et sur le budget restauration, 2900 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Et la dernière concernant ce type de créances et de délibération. Donc là, il s'agit provision et reprise de provision. Donc là, pareil, ce Trésor public qui nous demande de faire ça. C'est des créances qu'on considère comme douteuses parce qu'elles ont plus de 2 ans, mais qu'elles peuvent également encore être recouvrées. Donc là, pour être clair, il y a un petit peu plus d'espoir que sur la précédente. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide de constituer des provisions au titre de l'exercice 2025 par émission de mandat, donc sur la nature 6817. Sur le budget principal, la somme de 11 104 €. Sur le budget restauration, la somme de 1205,26 €. Et sur le budget location, la somme de 8 052 €. Donc, on va voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors, la délibération suivante concerne une avance de trésorerie sur le budget de l'eau. Donc, c'est une délibération assez classique, hein. Vous savez que la ville, sur chaque mètre cube, récupère pour ses travaux, que ce soit les travaux dans la ville ou sur l'usine de l'eau, 0,45 centimes par mètre cube, donc ce qui nous permet de financer les travaux.
Et comme ce n'est payé qu'une seule fois par an et plutôt en fin d'année, on a besoin, pour faire tous les travaux de l'année, une avance de trésorerie qui sera récupérée au plus tard le 31 décembre 2025. Donc, c'est une avance de trésorerie du budget principal vers le budget annexe de l'eau. Donc, pour 300 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le principe d'une avance de trésorerie du budget principal vers le budget annexe de l'eau pour un montant maximum de 300 000 euros. Conditions de tirage et de remboursement au fil de l'année en fonction des besoins par le biais d'un certificat administratif. La période d'utilisation, c'est du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025. Et donc, autorise Madame le maire à signer tout document afférent à cette affaire, et notamment les certificats administratifs. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors, ensuite, donc là, il s'agit d'une avance exceptionnelle de trésorerie au bénéfice donc, du CCAS. Dans le cadre donc, de la réhabilitation de Ménil, pour un montant maximum de 600 000 euros. Donc, c'est une avance de trésorerie pour faire face aux subventions, en attente des subventions qui nous seront versées à la fin des travaux. Vous savez qu'on finance les travaux et les subventions arrivent beaucoup plus tard, donc normalement, au 31 décembre 2025, on aura récupéré, je regarde ma vice-présidente, on aura récupéré toutes les sommes des aides que l'on a. Donc, mais par contre, on a un besoin d'une avance de trésorerie donc, pour financer et pour payer maintenant les entreprises. J'en profite pour vous dire que la réhabilitation de Ménil se termine. Fin de chantier, comment? Pas beaucoup. Comme tous les chantiers, il y a un petit peu de retard. Il y a un mois de retard sur un chantier de 18. Comment? Ils ont besoin de boulot. Enedis entre autres, va intervenir que la première semaine de juillet. C'est un sous-traitant d'Enedis d'ailleurs. Globalement, on met en location, on avait pensé au 14 juillet par un moment, puis on s'est dit que ça allait être compliqué de rentrer des gens en milieu de mois, donc on ouvre officiellement le 1er août. Voilà. Bon, après, chantier de 18 mois, il y a toujours des chantiers, mais globalement, ça se passe pas trop mal. Donc, j'en reviens à la délibération. Donc, c'est tout simplement pour que l'on puisse finir de payer toutes les entreprises, récupérer les subventions et ensuite, le CCAS redonnera le montant à la ville. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. Donc, le conseil municipal, après avec sa commission des finances, autorise Madame le maire à accorder une avance de trésorerie exceptionnelle donc d'un montant de 600 000 euros en cas de besoin, mais parce qu'on aura besoin quand même, au centre communal d'action sociale de Lunéville au titre de l'exercice 2025. Précise que l'avance sera remboursée au plus tard le 31 décembre 2025. Alors, on va voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. L'autre délibération concerne toujours le CCAS. Ça a été voté mardi avant-hier, donc au conseil d'administration. Donc là, il s'agit donc d'un montant cette fois-ci de 700 000 euros, donc pour un prêt, ce qu'on appelle un prêt relais à 3,11%. Pour 2 ans maximum, tout simplement, qui va nous servir à récupérer le FCTVA, donc pour faire simple, la TVA de tous les travaux. Au CCAS, la ville, on récupère l'année suivante des travaux, mais au CCAS, on récupère 2 ans après.
Je tiens à dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que quand on a monté le dossier, c'était TTC, donc sans TVA. Et on a appris, c'est pour ça qu'il y a eu différentes modifications au conseil d'administration du CCAS, on a appris, en fait, en travaillant, pas en allant chercher les éléments, et la loi a changé, que l'on pouvait récupérer la TVA. Donc, ce qui veut dire que sur à peu près 5 millions d'euros de travaux, c'est pas anodin. Comment ? Non, 10. Ouais. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ces délibérations. Ensuite, si, un élément important. Ensuite, le seul prêt qui restera au CCAS, c'est le prêt de la CARSAT, qui est un prêt à taux zéro et qui sera remboursé sur 25 ans. Ça veut dire que les loyers permettront de rembourser ce prêt. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Non. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le CCAS à recourir à un emprunt de 700 000 € auprès de la Banque postale pour le préfinancement du FCTVA suite à la réhabilitation de la résidence Ménil aux conditions fixées ci-dessus, celles que je viens de vous expliquer. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors, domaine communal, rue des anciens combattants. Alors, c'est quelque chose d'important pour les habitants de la rue des anciens combattants. J'en ai pas, j'ai bien expliqué en commission finance, mais je vais réexpliquer. Il y a un certain nombre de rues, voire là pratiquement un quartier, qui ont été rénovées ou carrément créées en ce qui concerne ce quartier d'ailleurs, sans à l'époque qu'il y ait eu de rétrocession à la ville. Donc ce qui veut dire que ce qui concerne la ville, on intervient sur l'éclairage public, on intervient sur l'eau, on intervient sur l'entretien. La CC intervient sur les poubelles, sur l'assainissement. Enfin, ils sont complètement gérés comme une voie communale. Mais refaire complètement une voirie qui ne nous appartient pas, c'est complètement aberrant. Et en même temps, demander aux gens d'entretenir leur voirie, c'est aussi complètement aberrant. Donc, ça fait un moment qu'on travaille pour trouver une solution et qui soit pas coûteuse administrativement, ni pour les 10 propriétaires, ni pour la commune. Et comme cette construction, donc ce lotissement et donc cette rue s'est faite et achevée, vous l'avez la date, le 6 juin 1983, que ça fait plus de 30 ans, on peut, par cette délibération, éviter d'autres procédures administratives et lourdes et coûteuses. Donc, c'est ce que je vous propose ce soir. Donc, c'est une délibération pour la rue des anciens combattants. Il y en aura d'autres dans les mois à venir. Il y a d'autres quartiers ou des anciens lotissements à peu près de cette période où la voirie n'est jamais revenue dans le domaine communal. J'ai rencontré les habitants, je leur ai écrit en leur demandant, sauf avis contraire de leur part avant le 31 mai, qu'on allait passer ce type de délibération. Je peux vous dire qu'aucun habitant m'a dit qu'il voulait rester propriétaire de sa voirie. Donc, c'est pour ça que je vous propose cette délibération ce soir. J'ai expliqué aussi, qu'on soit clair, parce que, alors après, il y aura des opérations chez les notaires, qu'on soit clair. C'est pas parce que ensuite la ville sera propriétaire de la rue des anciens combattants, parce que celle que je vous propose ce soir, on va refaire le lendemain la voirie. Voilà, on fera un programme de rénovation de voirie comme les autres programmes de la ville. Là, ils l'ont bien compris. Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette délibération. Est-ce que vous avez... Oui.
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui, monsieur L'Huillier. Une question assez courte, et c'est quand même assez atypique d'avoir ce genre de situation, parce que bon, bien sûr, j'ai bien compris que ça fait 30 ans, mais s'il y en a d'autres, ça veut dire qu'à l'époque, il y aurait plusieurs lotissements lunévillois dont les rues appartiendraient aux habitants. C'est quand même assez atypique, ça a été mal fait à l'époque. Ah oui? Oui. Appartenait à l'OPH. Oui, exactement. Appartenait à l'OPH. Il y en a d'autres. Hein. Il y en aura d'autres parce que maintenant, il y en aura d'autres. On va faire la même chose pour d'autres. On est en train de régulariser. Voilà. Non, il y en a d'autres. Alors, Frédéric Bréjard veut la parole. Oui, j'avais simplement une question. Je ne sais pas si on pourra avoir la réponse tout de suite. Je m'interrogeais sur la légalité, en fait, de cette situation. Est-ce qu'on peut considérer comme légal qu'une commune fasse des travaux sur des sites qui ne lui appartiennent pas? C'est simplement une question. Je me demandais légalement, est-ce que ça pouvait porter à conséquence? Moi, je vais pas faire des travaux chez mon premier adjoint, hein, voilà. Donc, voilà. Madame, vous êtes avocate, alors vous n'êtes pas, c'est peut-être pas forcément votre spécialité, mais moi, on va pas faire des travaux chez les autres, hein, voilà. Surtout sur une collectivité qui paye, c'est encore pire, hein, parce qu'on peut après, je peux te faire un cadeau, mais ils prennent pas trop, mais en plus ce soit une collectivité, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'on va régulariser, il y en aura d'autres, mais en même temps, on intervenait pour l'éclairage public, on intervient pour l'eau, donc c'est des situations qu'il faut régulariser, quoi. On ne peut pas laisser des situations comme ça. Voilà. Alors, je vais vous lire le projet de délibération. Donc, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, approuve l'acquisition par voie de prescription acquisitive au profit de la ville de Lunéville des parcelles cadastrées section AP numéro 200 du contenance de 2377 m², AP numéro 238 d'une contenance de 1525 m², AP 247 d'une contenance de 419 m², AP numéro 257 d'une contenance de 6900 m² et AP numéro 262 d'une contenance de 165 m². Autorise Madame le maire à signer l'acte de notoriété constatant la dite prescription, ainsi que 2 documents relatifs à cette affaire. Précise que l'office Wozniak et Riboulbert, notaire à Lunéville, est chargé de la réalisation de l'acte authentique et prononce le classement dans le domaine public communal des parcelles cadastrées, section AP 200, 238, 247, 257 et 262. Alors, vous aviez le plan qui était annexé à la délibération. Vous connaissez, si on passe du lycée Boutten-Monvel, en fait. Alors, on va voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie et je vous remercie pour les gens du quartier qui vont être satisfaits. Soulagés, tout à fait. Alors, la délibération suivante est les sports. Donc, je vais donner la parole à Gérald Debat. Merci. Donc, cette délibération concerne 2 subventions. La première concerne le Lunéville Athletic Club pour son meeting de Lunéville, qui organise le vendredi 13 juin en soirée au stade Édouard Fenal. 200 participants sont prévus lors de cette manifestation sportive. Afin de faire face aux frais d'organisation de cette compétition, le club sollicite une aide financière de la ville. Le budget prévisionnel s'élève à 1 800 € hors valorisation du bénévolat. La commission propose une subvention de 250 €. La Lorraine Gymnastique Lunéville, pour leur championnat interdépartemental fédéral A et B. La Lorraine Gym a organisé un championnat interdépartemental de niveau fédéral A et B au complexe sportif Charles Berthe. Attention, près de 200 équipes filles et garçons sont attendues, ce qui a été le cas
soit environ 800 gymnases venus de la Lorraine les 7, 8 et 9 juin 2025. Une quarantaine de bénévoles sont mobilisés sous les 3 jours pour accueillir au mieux les équipes. Le montant prévisionnel des dépenses est de 18 400 € hors frais liés au bénévolat. La commission propose une subvention de 1 000 €. Je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport à cette manifestation. Vous le lisez, c'est une manifestation qui dure 3 jours. Qui a duré. Oui, qui a duré, pardon. Qui a duré 3 jours, mais il y a du travail en amont pour descendre le matériel. Il y a du travail après pour remonter le matériel. Ils ont une quarantaine de bénévoles qui sont mobilisés. Moi, je trouve que c'est... Je suis passé le dimanche et le lundi pour mettre des coupes avec Madame le maire hier, le samedi, je crois. Comme ça, on a fait le tour. C'était rempli. C'est-à-dire que les tribunes, il n'y a pas une place de libre. Il y a des gens, ils sont dehors. Donc, ça met vraiment une belle émulation pour une ville. Ceux qui ont gagné, je crois que c'est de Tuquenieux. Ils sont loin. Hein. Et elle me disait qu'ils n'avaient pas de salle. Parce qu'ils me réclamaient un nouveau complexe. Alors, ils n'ont pas de salle. Ils ont une salle communale, en fait, et ils descendent leur matériel, ils reprennent leur matériel. Ça ne les empêche pas d'être pour la 2e année les premiers. Mais en tout cas, moi, je voudrais chaudement féliciter, bien sûr, les encadrants, bien sûr, tous ceux qui sont investis pour cette manifestation, mais les 40 bénévoles, au niveau du chronométrage, en plus, c'était martial, quoi, les filles. Il y avait 120 filles quand elles venaient pour les coupes, 120 filles qui arrivaient, c'était martial, il y avait pas, ça bougeait pas, c'était beau. C'était presque, voilà. Donc, moi, je dis que ces manifestations, ça mérite le respect, et je tenais à le souligner. Merci Gérald. Salut le projet de délibération. Non. Vas-y. Alors, le projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'attribuer 250 € au Lunéville Athletic Club, 1 000 € à la Lorraine Gym de Lunéville. Précise que le versement de ces subventions est conditionné à la présentation d'un bilan auprès du service des sports. Merci Gérald. Je voulais remercier les bénévoles du club qui a fait la manifestation. On remerciera aussi les bénévoles du club qui va faire la manifestation. Effectivement, il y avait plein d'enfants. C'était très agréable et l'organisation était parfaite. Alors, on va voter cette délibération. Donc, qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Faites et manifestations, je vais laisser la parole à Jacques Lamblin, qu'on a un certain nombre d'ailleurs. Merci. C'est vrai qu'il y a quelques manifestations en juin, juillet, et même août, qui sont programmées et qui sont relativement importantes. Là, il y en aura 3 qui vont être présentées aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le dimanche près du kiosque, qui est en fait un ensemble de concerts, comme vous le savez, qui se déroulent au kiosque des Bosquets. Et il y a quelque chose comme 11 concerts. 11 concerts depuis début juillet jusqu'au début septembre. Donc cette nouvelle édition des concerts se déroulera du 6 juillet au dimanche 7 septembre, comme je vous le disais, sauf le dimanche 13 juillet, puisque le 13 juillet, c'est là que nous fêtons le 14 juillet, si j'ose dire. Ainsi que le lundi 14 juillet et le vendredi 15 août 2025, et marquera le 30e anniversaire de cette manifestation. C'est vrai que ça fait 30 ans que le dimanche près du kiosque existe. Au total, 11 jours seront animés à raison de 2 groupes par date, ce qui correspond à 22 concerts différents, puisqu'il y a deux orchestres qui se succèdent à chaque spectacle. La programmation de cette année s'inscrit dans la continuité des années précédentes et répond aux objectifs de la manifestation, c'est-à-dire proposer la rencontre de cultures différentes en invitant des groupes et des formations variées. Et là, pour le coup, c'est certain.
hein. Valoriser la chanson française, mais pas que. Réunir les gens autour de ce langage international qu'est la musique. Renouer avec l'esprit des guinguettes d'autrefois. Cette manifestation se clôturera le 7 septembre à l'issue d'une saison très riche. Nous l'espérons et tout a été fait pour qu'il en soit ainsi. La gestion de la buvette et l'accueil des artistes sont confiés aux bénévoles de l'Office des fêtes. Alors, je vais vous donner la programmation, si on veut bien me la dérouler. Merci. Donc, le 6 juillet, Stanley et The Downstroke, hein, toujours aussi performant hein, en anglais. Ça va être un peu plus compliqué avec le polonais un peu plus loin, là, mais bon. Ensuite, 14 juillet, Music Hall et The Maudit Blues, admirez le jeu de mots. Le 20 juillet, vendredi 13, est Texas Spirit. 27 juillet, trio Maxime Vautier et Amigos Rumba. 3 août, Orchestre Champion et Highway Station. 10 août, Danse Sing et JON. Je dirais JON, il y a des points. C'est un acronyme. 15 août, Orchestre Benoît Prichbila. Je ne garantis pas, mais bon. Et groupe de danse Cabaret. 24 août, Orchestre Nelly Toussaint et Pot-au-Feu. Je prononce comme c'est écrit. Le 17. 17 août. Comment musique dépassée. Hein 17 août. Ah, pardon. Orchestre Sensation et Orchestre Anyway. Alors, on défend la chanson française, mais laquelle chanson française dissimule bien le fait qu'elle est française, en tout cas quand les orchestres se donnent un nom. 31 août, Freeson et Charles Desprez et The Midnight Creepers. 7 septembre, SD Music et Soul Food. La ville de Lunéville prendra à sa charge les coûts liés au spectacle, à la sonorisation, à la restauration, au cachet, au défraiement d'artistes et aux redevances SACEM pour un montant maximal de 26 000 €. Voilà, je suis à votre disposition s'il advenait que des questions. Je regarde l'opposition avec un certain effroi. Là, c'est carrément du bizutage. C'est du bizutage. Bien. Alors, je vais lire le... Ah, pardon, allez-y. Ben voilà. Je voulais savoir, monsieur l'adjoint, est-ce que vous avez vu tous ces spectacles avant de les choisir? Attends, Jacques, tu remets ton micro, s'il te plaît. Je dis in cauda venenum. Je sais aussi parler latin. Honnêtement, non, mais je fais une confiance absolue au responsable du service, Grégory Denner, dont chacun connaît ici le talent et la passion pour organiser ce type de manifestation. Alors pourquoi tenter de faire mal quelque chose que quelqu'un fait très bien? Merci, maître. Alors, si vous voulez aller plus loin, la plupart sont sur YouTube. Hein. Oui, mais c'est bon. Non, tu n'as pas lu la déclaration. Pardon. C'était l'enthousiasme. Bah oui, mais... Excusez-moi. Le conseil municipal, après avis de sa commission culture-animation, autorise Madame le maire à signer tout document relatif à cette manifestation et éventuels avenants pour l'animation un dimanche près du kiosque. S'engage à prendre en charge les frais annexes à l'organisation de la manifestation, la sonorisation, la restauration, les cachets et défraiements d'artistes, les redevances SACEM, pour un montant maximum de 26 000 €. Précise que les crédits figurent au budget primitif 2025. Merci, Jacques. Bon, les questions ont été posées, donc on va pouvoir voter. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Et comme c'est rappelé dans la délibération, ce sont un groupe de bénévoles qui consacrent tout leur week-end d'été à organiser la restauration et l'accueil du public et des artistes.
Alors, la C'est suivante. vrai, vous avez raison, Madame le maire, de souligner l'importance du rôle de l'Office des fêtes, qui est à la manœuvre pendant tous les week-ends de l'été et bien d'autres manifestations tout au long de l'année, bien sûr. C'est heureux d'avoir cet organisme au service de la population et qui travaille bien et beaucoup. Donc là vient une autre manifestation, la fête de la musique. Alors évidemment, la fête de la musique amène beaucoup d'initiatives privées, personnelles ou de groupes, mais en plus, pour étoffer l'ensemble, la commune de Lunéville complète le dispositif en organisant un certain nombre de concerts. Donc la ville de Lunéville proposera un concert Place Léopold dans le cadre de la fête de la musique le samedi 21 juin 2025 avec des groupes de musique de 19h à minuit sur la Place Léopold. Au programme, des groupes amateurs de 19h à 21h et ensuite le groupe Woodstock Revival de 21h15 à 23h45. Je suscite au début des sourires et maintenant c'est carrément des rires. Ça rit beaucoup derrière. Oui, derrière, j'ai bien vu. Oui. J'ai Bien. dénoncé. Alors, la ville de Lunéville prendra à sa charge l'intégralité du spectacle, la restauration et l'ensemble des frais liés à l'organisation pour un montant maximum de 6 500 €. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission culture-animation, autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette manifestation, et notamment le contrat avec l'association Karma Rock et celui avec Nikos Magie Evans pour la technique son et lumière. Précise que l'ensemble des dépenses liées à cet événement s'élèvera à un montant maximum de 6 500 €. Précise que les crédits figurent au budget primitif 2025. Alors, les 6 500 €, il y a les cachets des artistes, mais il y a aussi le matériel qui est mis, les sonos en particulier, qui coûtent assez cher. Voilà ce que je peux vous dire pour... là, on parle bien de la fête de la musique. La partie organisation ville. Oui, la partie organisation ville sur la place Léopold, et il y a tout le reste, rue Banaudon, devant le château, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non. Donc, on va voter. Donc, qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Il est voté. Elle est votée. Il est voté. La délibération est votée. Oui. L'unanimité. Excusez-moi, j'ai un coup de chaud. Fête et manifestation, fête nationale donc du 13 juillet. Jacques Lamblin. Merci, La Madame le parole. maire. Auparavant, je voudrais vous remercier pour cette réconfortante, rassurante unanimité. Alors, maintenant, la fête nationale du 13 juillet. La ville de Lunéville organise les festivités liées à la fête nationale le 13 juillet, comme vous le savez, comme on le fait depuis des années maintenant. Je pense que c'est un bon choix, puisque ça permet de faire en particulier un feu d'artifice, pas en même temps que les autres. Et ça, c'est intéressant pour le public qui peut ainsi aller aussi voir le lendemain un autre feu d'artifice. Donc au programme, 19h20, le défilé militaire, dont il me semble qu'il sera un peu amoindri par rapport à d'habitude, puisque le régiment doit en partie défiler au 14 juillet à Paris, il faut le savoir. Donc on pourra regarder le jour du 14 juillet sa télévision pour voir notre 53e RT défiler sur les champs, et la veille, on aura une représentation beaucoup plus restreinte, voire symbolique, du 53e RT. Cela dit, les pompiers sont là pour compenser, peut-être la gendarmerie aussi. Et on a un défilé de vieilles voitures, une dizaine de personnes qui vont défiler. Vieilles voitures ou véhicules militaires? Véhicules militaires anciens. Seconde Guerre mondiale. Oui. Oui, donc des véhicules militaires anciens. Oui, tout à fait. Oui, ça agrémentera le défilé, et c'est en général très intéressant sur le plan historique. Donc, ensuite, le bal populaire commencera à 21h sur le Champ de Mars, comme d'habitude. Évidemment, il y aura des buvettes, restauration, animation. Et ensuite, une fois la nuit tombée, bien tombée, à 22h45, commencera le spectacle pyro-musical.
La ville de Lunéville prendra à sa charge l'intégralité des animations, de la sonorisation, de la restauration, les cachets et défraiements d'artistes et artificiers pour un montant maximal de 25 000 €. Évidemment, je précise que tout est gratuit, sauf bien sûr les consommations qui sont prises sur place. Mais tout le reste est gratuit, comme cela se doit à une fête nationale. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission culture-animation, autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette manifestation, précise que l'ensemble des dépenses liées à cet événement s'élèvera à un montant maximum de 25 000 €. Précise que les crédits figurent au budget primitif 2025. Merci Jacques. On parlait tout à l'heure de bénévoles en parlant des clubs sportifs. Là, c'est le CGOS de la ville, hein, donc les membres du CGOS Oui. qui tiennent la buvette et la petite restauration. Et le bénéfice est pour les œuvres sociales des agents de la ville de Lunéville ou de leurs enfants. Oui, c'est utile précision. Précision. Mais on parlait de bénévolat, c'est encore une autre forme de bénévolat. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, donc on va pouvoir voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Et comme il n'y en avait pas que 3, il y en a plus. Oui. Je vous laisse la parole. C'était pour ne pas trop effrayer que j'avais dit 3 au lieu de 4. D'accord. Bien, alors, fête et manifestation, 6e édition Festival Scène en Selle, convention de partenariat. Lunéville fut la cité cavalière par excellence, aussi l'association Equiart Concept, en collaboration étroite avec la ville de Lunéville, a trouvé important de raviver cette mémoire et de redonner au cheval la place qui fut la sienne autrefois, en consacrant un festival annuel gratuit lui aussi, en cœur de ville, afin de proposer une animation forte, rayonnant sur le Lunévillois, mais aussi au-delà. Pour cette 6e édition de Scène en Selle, qui aura lieu cette année du 21 au 24 août 2025, l'idée est de pérenniser un festival désormais bien connu, tout en apportant des nouveautés ainsi que d'autres lieux de présentation. La ville de Lunéville réglera la somme de 33 500 € à l'association Equiart Concept sur présentation de factures. Ces crédits serviront à couvrir les frais relatifs à la conception de la manifestation et à sa réalisation. Le budget prévisionnel est de 155 730 € hors valorisation. C'est quand même un budget conséquent, mais au fil des années, ce festival s'est inscrit dans le paysage et aujourd'hui, Scène en Selle déplace des fidèles visiteurs. Et ça consolide la réputation de Lunéville, ville cavalière. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise Madame le maire à signer la convention de partenariat en pièces jointes, ainsi que tous les documents afférents à ce festival. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Je rajoute que le théâtre verse également une subvention de 55 000 € et qu'il y a un grand nombre d'agents qui travaillent également sur le dossier. C'est pour ça que c'est marqué hors valorisation. Et puis, il y a un grand nombre de bénévoles aussi qui participent également à cette manifestation. Donc, on va pouvoir voter. Donc, qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Merci beaucoup. Jonathan Auvillers, un dossier affaires scolaires. Donc, je te Merci, laisse la parole. Merci, Madame le maire. Vous savez, depuis de nombreuses années, la ville travaille beaucoup à faire de l'inclusion des enfants à besoins particuliers, que ce soit dans le monde scolaire. On a inauguré maintenant, il y a 4 ans, l'UEMA, l'unité d'enseignement maternel autiste. Et là, ce soir, on vous propose de formaliser quelque chose qu'on fait depuis longtemps, travailler avec l'association Les Francas pour l'accueil de ces enfants à besoins particuliers dans nos structures extrascolaires, c'est-à-dire le centre de loisirs.
Pour ce faire, on vous propose de formaliser un partenariat avec cette association qui est porteuse du dispositif Handi Loisirs. Le principe du dispositif est de s'appuyer sur les 3 acteurs majeurs de l'accueil de ces enfants. La famille, qui va exprimer ses besoins et qui va participer activement à la préparation de l'accueil de l'enfant. Les Francas, qui vont coordonner le dispositif, assurent un suivi personnalisé, apportent un soutien technique et administratif, et parfois financier, en accompagnant la mise en œuvre concrète sur le terrain. Et bien sûr, l'organisateur du centre de loisirs, c'est-à-dire la ville, qui intègre les enfants dans ses activités, adapte son accueil et peut, si nécessaire, recruter une aide humaine dédiée. Donc chaque année, le centre de loisirs accueille des enfants à besoins particuliers ou en situation de handicap, et on travaillait avec les Francas pour faciliter l'intégration de ces enfants. Et là, on propose de le formaliser. Et donc chaque famille sera co-signateur avec les Francas et la ville de cette convention. Merci Jonathan pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc c'est quelque chose qui existe depuis de longues années, mais là maintenant on le formalise. Voilà. Oui, François Franier, une question. Merci. Ça concerne combien d'élèves, d'enfants? Alors, ça va dépendre des années, en fait. C'est des sollicitations et des inscriptions. Chaque année, on accueille 1 à 2 enfants en situation à besoin particulier. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va voter cette délibération. Je vais peut-être lire le projet. Ah, pardon, tu ne l'as pas lu, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, autorise Madame le maire à signer la convention type ainsi que l'ensemble des conventions spécifiques dans le cadre du dispositif Handi Loisirs 54. Merci. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante concerne les affaires scolaires toujours, mais là sur les tarifs périscolaires. Donc, je vais redonner la parole à Jonathan Auvillers. Oui, là aussi, c'est une délibération traditionnelle du Conseil du mois de juin où on vous propose de voter les tarifs de la restauration scolaire, du périscolaire et de l'extrascolaire qui s'appliqueront à la rentrée du 1er septembre 2025. Juste avant de parler de la délibération et des quelques modifications qui sont présentes sur celle-ci, je voulais quand même vous donner quelques éléments. On a parlé tout à l'heure des admissions en non-valeur, et comme vous avez pu le voir, si vous avez regardé les tableaux, il y a un certain nombre d'admissions en non-valeur ou en créances éteintes qui concernent la restauration scolaire. Et je tenais à vous donner ces chiffres-là. C'est que sur l'année 2024, par exemple, sur la restauration scolaire, on facture 291 015 € et 15 centimes, et que ce que l'on admet en non-valeur ou en créance éteinte représente en fait 1,5% des sommes facturées. Donc en fait, le reste, les impayés sont très modiques. Vous avez remercié les services de la trésorerie, Madame le maire, pendant la présentation de ces délibérations, et on voit le travail qui est effectué également tous les jours. Cette somme faible d'impayés s'explique aussi peut-être par nos tarifs qui sont et qui restent très attractifs, compétitifs. J'aimais pas le terme compétitif, mais c'est celui qui venait en tête. Ce sont 900 enfants qui sont inscrits à la restauration municipale. C'est 75% des enfants qui sont scolarisés dans les écoles de Lunéville fréquentent la restauration municipale. Ça aussi, c'est un chiffre qui est intéressant. Et la qualité, que ce soit des repas ou de l'encadrement qui est proposé sur le temps méridien, est salué par nos partenaires. Et vous l'avez vu aussi dans le budget supplémentaire, on a une aide supplémentaire, un boost de la CAF, qui est le principal partenaire, de 40 000 € cette année, ce qui montre bien le travail accompli depuis de nombreuses années. Donc, si je reviens à la délibération qui nous intéresse ce soir,
Donc, on vous propose de maintenir, comme chaque année maintenant depuis 2020, les tarifs à destination des jeunes lunévillois selon les coefficients, le quotient familial, de 0 à 600, de 601 à 800 et de plus de 801. Donc pour la 5e année consécutive, nous vous proposons de maintenir. La nouveauté sur cette délibération, et là aussi c'est à la demande de la CAF, et c'est dans le cadre du partenariat fort que nous avons avec notre partenaire de la CAF, c'est de créer des tarifs pour les non-lunévillois qui reprennent les mêmes tranches que le coefficient familial qui s'adapte aux lunévillois. Donc c'est pour ça que vous avez 2 nouvelles tranches, les tranches E et F sur les différents tarifs, avec un delta de 10 centimes. Alors, on va aussi relativiser, parce que si on a parlé de chiffres tout à l'heure, ça va concerner 35 familles dont les enfants, et ça fait 39 enfants qui fréquentent la cantine, la restauration scolaire, et qui ne sont pas des familles lunévilloises. Je reste à votre disposition sur des questions sur cette délibération. Jonathan, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Huillier. Il clignote. Non, mais c'est pas une question en fait. Je note qu'on se rapproche de plus en plus du coefficient social. Peut-être qu'un jour on y arrivera complètement, à aller sur le coefficient social des familles. Ce serait quand même l'idéal. Les tranches, c'est bien. Le coefficient social, ce serait plus, à mon sens, plus approfondi, plus abouti, on dirait. Mais écoute, Monsieur Huillier, je vous invite, on pourra se rencontrer et en discuter si vous le souhaitez, voir ce qu'il est possible de faire. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non. Eh bien, écoutez, nous allons voter. Moi, je tiens, on va lire le projet de délibération, mais moi, je tiens à dire que nous étions quelques élus à aller au spectacle des périscolaires au théâtre il y a 2 semaines. Moi, je voudrais vraiment, je l'ai fait le jour J, mais je le redis publiquement, je tiens vraiment à féliciter les équipes du périscolaire qui... dans le cadre du périscolaire, donc c'est quelques minutes par jour, on fait réaliser aux enfants un spectacle vraiment très agréable, et on y était, on était un certain nombre, Virginie aussi, vraiment un très beau spectacle, donc voilà, et les parents étaient ravis de voir leur enfant aussi se mettre en scène, ce qui est toujours sympa sur des petits. Donc, je vais juste rebondir sur votre intervention, Madame le maire. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, et je tiens aussi à féliciter toutes les équipes du périscolaire, mais ça, je l'ai fait également suite à cette manifestation. Je tiens à remercier aussi le théâtre, son directeur et sa présidente pour la mise à disposition du théâtre, parce que c'était la première fois. Il y a eu plusieurs essais de spectacles pendant la remise des livres. Malheureusement, ce n'était pas satisfaisant ou entièrement satisfaisant. Cette année, on a tenté de le faire au théâtre, et de l'avis général, c'est une véritable réussite, et nous recommencerons l'année prochaine, bien sûr. Voilà. Donc le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, adopte les tarifs des services périscolaires à compter du 1er septembre 2025, tels que figurant en annexe du règlement intérieur des services périscolaires. Merci Jonathan. Alors, on va voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Merci, merci à vous tous. Alors, la délibération suivante concerne les chèques cadeaux. Je vous rappelle que c'est la 6e année consécutive que je vous propose cette délibération. Donc, c'est donc un chèque cadeau pour tous les agents de la ville qui sont présents le 1er mars 2025 et toujours en activité au 1er septembre 2025. Ces chèques cadeaux sont exclusivement valables chez les commerçants de la ville hors grande surface. C'est vraiment une volonté de notre part. Et ils sont utilisables jusqu'au 31 décembre 2025. Le montant total, le montant pour la ville est de 31 500 €. Donc,
C'est, comme je l'ai expliqué, un cadeau qui est versé via le CGOS et nous, on abonde le CGOS de le même montant, tout simplement pour, je vous le redis, je le dis tous les ans, mais pour éviter toutes les charges URSSAF, etc., puisque ça augmenterait le montant et les agents n'en auraient pas plus. Donc, on passe par le biais du CGOS, qui est bien aimable de gérer ce dossier. Donc voilà, et donc un chiffre d'affaires supplémentaire pour nos commerçants de centre-ville de 31 500 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Donc le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, précise que les crédits sont prévus au BP 2025, nature 6 474, enveloppe 585, donc intitulé subvention CGOS. Donc, qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Elle est votée. Alors, attendez, après la remarque, vous deviez la faire avant, mais c'est pas grave. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. C'est encore mon histoire de coefficient social, parce qu'en même temps, une prime de 100 € pour certains, c'est beaucoup. Je pense qu'il y a des différences de salaire qui sont assez importantes au sein de la municipalité. Et effectivement, regarder pour aller soit sur les coefficients sociaux, soit sur différentes tranches, me paraîtrait quelque chose de peut-être plus intéressant à creuser. À creuser. Ok, en tout cas, voilà, pour le moment, c'est pas le choix qui est fait. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Bien, donc on a voté. Donc la délibération suivante concerne la restauration municipale avec la signature d'une convention d'accueil des étudiants en soins infirmiers. C'est Catherine Laurin qui va vous la présenter. Oui, merci Madame le maire. Donc, comme vous le disiez, cette délibération concerne la signature d'une convention tripartite entre l'IFSI, entre le Crous Lorraine et entre la ville de Lunéville. Donc, je pense que maintenant tout le monde le sait, il y a un institut de formation en soins infirmiers qui est porté par la Croix-Rouge, qui a ouvert ses portes en septembre 2024 et qui accueille des élèves, et ces élèves ont le statut d'étudiant. Ce statut leur donne droit à aller manger à la cantine scolaire, au restaurant, à la cantine municipale, et à bénéficier du tarif qu'on applique pour tous les étudiants. C'est-à-dire qu'un étudiant boursier paye 1 €, un étudiant non boursier paye 3,30 € et comme pour les autres étudiants, le Crous peut participer d'une certaine façon aussi en donnant 2 € pour les étudiants non boursiers, c'est-à-dire ceux qui payent 3,30 €, et en donnant 4,30 € pour les étudiants boursiers, c'est-à-dire ceux qui payent 1 €. En bref, le repas pour ces étudiants est payé à la ville de Lunéville 5,30 €. Voilà, mais tout ça nécessite de signer une convention entre les trois partenaires. Petite précision quand même, c'est que ce repas finalement qui nous est payé 5,30 € est quand même en dessous du prix de revient du repas, puisqu'à l'heure actuelle, le prix d'un repas est de l'ordre de 8,50 €. Enfin, nous revient à 8,50 €. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions ou des remarques. Par rapport à ça. Madame Bertolsi. Attendez, Catherine, allez-y. Je voulais juste dire que c'était le tarif Crous pour tous les étudiants. À Nancy, c'est pareil. Et vous allez bénéficier d'une subvention du Crous. Ce fait. Sauf qu'à Nancy, c'est pas la ville de Nancy qui complète. C'est l'université, c'est le Crous. Et qu'à Lunéville, comme le Crous n'a pas de restauration, c'est la ville de Lunéville qui complète la différence entre le prix de revient et le prix payé.
Mais voilà, c'est quoi. Mais pour les étudiants, ça change rien. Pour la ville, quand on parle d'aide aux jeunes, aux étudiants, etc., pour le coup, la ville met 3,20 € par repas qu'elle offre aux étudiants qui sont pour la plupart, bien évidemment, pas habitants de la ville. Voilà, juste une remarque. Jacques Lamblin veut rajouter quelque chose. Pas tellement sur cette affaire de tarifs, mais plus généralement par rapport au fait qu'on a un IFSI, Institut de formation aux soins infirmiers, à Lunéville depuis quelques années. Et là, il faut dire qu'il y a eu... Septembre. Oui, enfin, on travaille dessus depuis un certain temps, et en particulier, c'est ce que je voulais souligner, Madame le maire et un certain nombre d'autres personnes, vous avez beaucoup œuvré à ce succès. Je dis succès parce que, comme moi je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital, je suis un petit peu forcément les affaires, et c'est important de disposer localement d'un centre de formation qui est intéressant en particulier pour les personnes issues de notre territoire, du sud de la Meurthe-et-Moselle, parce que ça leur permet quelquefois de ne pas avoir besoin d'avoir un logement, puisqu'elles peuvent directement venir de leur domicile pour recevoir leur formation. Et ça, c'est un premier élément qui n'est pas négligeable. Et puis, l'autre élément, c'est que lorsque des personnes sont formées de notre secteur, de notre territoire, sont formées sur place, avec les travaux pratiques, la présence dans l'hôpital pour la formation, non pas les travaux pratiques, mais les stages en interne, on a une chance plus grande de recruter ces personnes-là qui, a priori, sont attachées au territoire, et on renforce nos capacités en matière de recrutement. Et comme, en plus, l'accueil est plutôt bien organisé, que ce qu'on vient d'évoquer ce soir complète le dispositif, dans le sens où, à partir du moment où les personnes qui viennent se former se sentent un peu chez elles, bien accueillies, on s'occupe jusque dans les détails des repas et tout ça, de leur bon accueil, eh bien, ça crée une ambiance positive. Et je pense qu'on est dans la bonne direction, et c'est sans doute une des façons de faire qui est la meilleure pour essayer d'avoir des effectifs les meilleurs possibles en termes de professionnels dans notre hôpital. Parce que c'est pas si simple que ça d'avoir un hôpital qui est fonctionnel et qui dispose de tous les professionnels dont il a besoin. C'est pas si facile que cela, surtout quand on a une ville moyenne comme Lunéville. Voilà. Donc je voulais dire qu'on a fait, sous votre direction, on a fait un bon pas en avant pour consolider notre hôpital. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? François Franier. Oui, merci Madame le maire. Je voudrais compléter ce que vient de dire Monsieur Jacques Lamblin. C'est que les services de la ville sont à l'écoute de l'ISFRI pour toute intervention, et les délais sont vraiment très courts dans l'intervention des agents de la commune. Pour les locaux. Oui. Pour la partie des locaux. Oui, oui, tout à fait. Alors, Catherine, tu nous lis le projet de délibération. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise Madame le maire à signer la convention ci-après annexée, ainsi que tout document relatif à ce dossier et d'éventuels avenants. Merci. Alors, on va voter ce projet de délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Ensuite, le sujet suivant concerne les ressources humaines. Donc, le plan de développement, si on pouvait l'avoir à l'écran, le plan de développement des compétences donc triennal 22-24. Donc, la ville de Lunéville. Il y a eu un comité social territorial le 23 mai 2025. Donc, lors de ce comité social territorial, bien évidemment, le plan de formation a été présenté
et par la DRH et par le DGS. Vous avez vu les axes qui sont développés donc, pour la formation de nos agents. Il y a toutes les formations obligatoires, il y a les formations de perfectionnement et puis les formations à initiative personnelle. Voilà les grands thèmes. Je tiens, comme c'est noté, que ce dossier a été voté à l'unanimité donc en CST le 23 mai, qui a un gros travail de fait donc, par l'équipe de la DRH et sous la direction générale des services, avec un vrai travail de concertation avec les organisations syndicales, et que donc ça a été, comme je viens de le dire, voté à l'unanimité par l'ensemble des membres de la CST. Là, c'est une prise d'acte, donc il n'y a pas de vote. Néanmoins, si vous avez des questions, je peux y répondre, ou les directeurs qui sont derrière moi, on se fera un plaisir de vous répondre. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je ne pense pas. Donc le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis favorable du comité social territorial à l'unanimité, après avis de sa commission des finances, prend acte du plan de développement des compétences à destination des agents de la ville de Lunéville. Ensuite, protection de l'environnement. Donc, je vais redonner la parole à Catherine Laurin. Oui, cette fois-ci, Madame le maire, c'est une délibération qui concerne une contractualisation avec la société Alcom. Alors, Alcom, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent cette société. C'est un éco-organisme qui est agréé par l'État et dont la mission est de réduire le nombre de mégots de cigarettes qui sont jetés de façon inappropriée sur la voie publique, c'est-à-dire tout ce que vous retrouvez sur les trottoirs, les caniveaux, voire même les bouches d'égout. L'objectif étant pour cet éco-organisme de diminuer le nombre de mégots de cigarettes de 40% d'ici 2027. Pour mener à bien justement cette mission, outre des campagnes de communication, de sensibilisation, de distribution de cendriers de poche, cette société ou cet éco-organisme participe aussi aux dépenses de nettoiement engagées par les communes. Ainsi, pour Lunéville, la participation serait de 1,08 € par habitant et par an. Cela sous-entend donc que le montant qui est attribué à la ville de Lunéville est variable en fonction du nombre d'habitants. Alors, on est en droit de se poser deux questions. Tout à coup, pourquoi est-ce qu'on nous donne de l'argent et d'où vient cet argent? Eh bien, cet argent, ça fait suite en fait à un article du Code de l'environnement, à savoir l'article L 541-10-1, qui concerne la prévention et la gestion des déchets. Alcom reçoit en effet de la part des producteurs de cigarettes une petite somme sur chaque cigarette que je qualifierais en quelque sorte d'écotaxe. C'est comme quand vous allez acheter un appareil électroménager. Et cet argent-là doit être investi ou retourné dans le cadre de la gestion justement et de la prévention des déchets. C'est pour ça que Alcom le redonne donc aux communes. Donc, ce n'est pas du tout de l'argent de l'État. En retour, bien évidemment, si on nous donne des sous, il faut aussi qu'on ait des obligations. Et quelles sont ces obligations? La société Alcom nous demande d'une part de fournir un plan avec ce qu'elle dénomme des hotspots. Les hotspots, en clair, en résumé, ce sont les endroits où il y a une concentration de mégots de cigarettes sur la ville. Alors, vous avez tous remarqué que, par exemple, ça peut être devant un cinéma, ça peut être devant la mairie, ça peut être devant la gare, ça peut être devant la médiathèque, etc., etc. L'autre contrainte qu'on a, c'est montrer qu'on est dans une dynamique d'action, c'est-à-dire qu'on va aussi
faire des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation auprès du public. Alors, je peux vous dire que déjà pour 2025, la mission est remplie, puisque peut-être les avez-vous vus, mais nous avons installé en ville 10 cendriers avec le logo de la ville. Si vous ne les avez pas encore vus, ben vous pourrez regarder en ressortant de la mairie, parce qu'il y en a un au pied de l'escalier. Et ces cendriers sont donc destinés à recueillir les mégots de cigarettes. Mais nous, on a poussé un peu on ne nous demandait pas, mais on a poussé un petit peu le bouchon un peu plus loin, à savoir qu'on fait rentrer ces mégots dans un cercle vertueux, puisque ces mégots de cigarettes vont être recyclés. Les mégots de cigarettes, ils vont être divisés. D'une part, le tabac va aller rejoindre le compost, et le mégot, lui, il va être traité pour être détoxifié, et le résidu va servir à fabriquer du mobilier urbain, des poubelles notamment, des bancs. Je crois d'ailleurs que quand c'est fabriqué, c'est aussi, ça ne peut pas être fabriqué qu'avec ce résidu-là, mais il y a aussi les montures de lunettes qui viennent en complément, et tout ça va faire qu'on peut recycler les mégots de cigarettes sous cette forme-là. Voilà. D'autre part, pour le côté communication, donc là c'était la partie pratique, on a installé des cendriers, après on a communiqué, puisque si vous avez déjà lu le dernier bulletin trimestriel de la ville, vous avez dû voir dans le chapitre propreté qu'il y avait quelques lignes justement qui sont consacrées à ces cendriers-là et qui vous expliquent en quelques mots le principe. Et d'autre part, si vous êtes allé à la journée qui était nommée, la journée de l'environnement qui a lieu au Jardin Simone et Antoine Veil au mois de mai, là, qui s'intitule Samedi Nature, eh bien, il y avait aussi une personne de la société Scheim, donc la société qui collecte ces mégots de cigarettes et qui était là pour sensibiliser les personnes à ce problème des mégots de cigarettes et faire en sorte que dorénavant les gens ne les jettent pas sur le trottoir, pas dans les caniveaux, encore moins dans les bouches d'égout, mais pas non plus dans leurs poubelles, puisque ça part en incinération et après, finalement, ça reproduit du CO2. Donc le mieux, c'est d'utiliser les cendriers de la ville et au pire, eh bien, de garder ça bien au sec. Et puis quand vous pouvez mettre vos cendriers dans les cendriers là, ce serait l'idéal. Voilà. Merci Catherine pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors, Monsieur L'Huillier. C'est comme tout. Je crois que c'est pour moi, il ne marche pas. Hein. Incroyable. Si, ça y est, ça y est. Alors, je vais essayer de rivaliser avec Jacques. Alors, les hotspots, j'arrive pas trop à le dire, moi, avec les dents et tout, c'est compliqué. Les hotspots, s'ils sont recensés, est-ce qu'on ne pourrait pas y mettre dans les bouches d'égout, justement, des récupérateurs de mégots? Ça existe, je l'ai déjà vu, dans certaines villes, ils les mettent, c'est tout simple, ça ne vaut pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, je m'étonne que la société que vous prenez là, vous ne le propose pas. C'est des récupérateurs de mégots que vous mettez dans les bouches d'égout. Et donc, ça fait comme un panier à salade, en gros. Hein. Et dans le panier à salade, là, tombent les mégots, ce qui évite qu'ils aillent à la rivière et qu'ils aillent dans les cours d'eau. On m'écoute ou pas, là? Mais on vous écoute. Des mauvais élèves, hein, vous aussi, j'ai noté. Hein. Je suis appareillée, donc j'ai besoin parfois... Ah oui, mais moi, j'ai une bonne mutuelle et je suis bien appareillé. Et donc, en ce qui, oui, après le mieux quand même, c'est d'inciter la population à ne pas fumer. Hein. Oui. Voilà, ça réglerait le problème. Mais, ou alors ils font comme moi, ils fument des cortès, et là du coup il n'y a pas de filtre. Mais attends, fermez votre micro. Voilà. Voilà. Les mégots de cigarettes ne pourront être recyclés que si vraiment ils sont récupérés
en dehors de l'humidité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a mis des cendriers? Vous pourriez me dire, mais pourquoi finalement on a acheté 10 nouveaux cendriers, puisque dans la ville, il y en a déjà pas mal, les cendriers. Mais tous ceux qui... J'ai fait le tour avec la personne, M. Januzzi de la société Scheim, et en fait, ceux qui existent à Lunéville, pour la plupart, ne garantissent pas le fait qu'il n'y ait pas d'humidité dans le mégot. Donc, ce que vous me dites là, c'est bien, ça évitera de polluer l'eau, mais en tout cas, ça ne sera pas recyclé. Mais ça... Mais je pense quand même que votre remarque serait intéressante à faire remonter au niveau de la communauté de communes, puisque c'est de leur compétence. Non, mais ça existe, effectivement. Reparlez-en. Oui, alors, Jacques Lamblin veut intervenir. Après, je te redonne la parole, Catherine. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Je trouve que, Oui. bon, d'accord, les mégots mouillés, on ne peut pas les récupérer, les recycler, mais déjà les empêcher d'aller polluer, c'est déjà pas si mal. Et puis on les brûle après, bon, hein, voilà. Et puis ce qu'on récupère avec le dispositif qui est mis en place, il est recyclé. On gagne sur tous les tableaux. Et là, on a plus facile de passer les 50%, les 40%. Non? Oui, sûrement. Éteins ton micro. De toute façon, après, on complétera le système parce qu'il est bien évident qu'avec 10 cendriers, on va en récupérer, mais on est loin de récupérer tout. Bon. Le but aussi, c'est de sensibiliser la population, mais après, de sensibiliser aussi, il y a un travail qui doit être fait aussi auprès de tous les restaurateurs pour qu'ils pensent bien à mettre des cendriers sur les tables, à récupérer correctement les mégots et que ça ne se retrouve pas sur leur terrasse à côté des bacs fleuris. Attendez, je vous donne la parole, mais on va gérer le micro parce qu'on ne vous entend pas autrement. Non, mais il y a eu une loi qui vient, je ne sais pas si elle est votée encore, mais enfin elle a été proposée en tous les cas, pour ne plus fumer devant les enfants. Ça veut dire qu'il va y avoir quand même un sacré nombre de lieux où les gens seront dans l'interdiction de fumer. Après, c'est pas facile à faire respecter, mais bon, voilà. Geoffrey, tu veux nous donner une information? C'est juste pas une loi, Pascal, c'est un décret du gouvernement. Bien. Moi, je rajouterais que dans certains lieux, il y a près des bouches d'égout, parce que vous parliez des bouches d'égout, ce que vous jetez va directement à la mer. Vous avez déjà peut-être vu en vous baladant ce type d'inscription. C'est aussi une manière de sensibiliser les gens. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Alors, Jonathan Villers, lève la main. Ouais, juste pour compléter ce que disaient M. Lhuillier et M. Geoffrey Mérès-Volo, c'est un décret qui est applicable au 1er juillet qui est annoncé, mais qui n'est pas encore publié. Donc il va falloir qu'on soit très réactif pour le mettre en place devant les écoles, entre autres, parce qu'il y a les écoles, les abribus, les parcs publics, et j'ajouterais que la meilleure solution pour pas jeter ses mégots partout, c'est d'arrêter de fumer. On a deux Monsieur Lhuillier, vous avez remarqué qu'on a deux futurs ministres dans l'Assemblée. Voilà. Ah, franchement, voilà. Alors, Catherine. Donc, projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, approuve la signature du contrat type entre la ville de Lunéville et Alcom pour la durée de l'agrément. Autorise Madame le maire de la ville de Lunéville à signer le contrat ainsi que tout document afférent à ce sujet. Merci Catherine, je pense qu'on a fait le point. Donc on va pouvoir voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors la délibération suivante, c'est moi qui vais vous la présenter. En fait, la communauté de communes nous demande ce qu'on fait en général en début de mandat, mais qui n'avait pas été fait parce qu'il n'y avait pas de besoin, que les conseils municipaux de toutes les communes, donc des 43 communes
de la communauté de communes, il y ait un membre désigné pour la CLECT. Donc la CLECT, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc on va désigner 2 membres, donc un membre représentant et un membre suppléant. Pour aller siéger, donc c'est un membre par commune, quelle que soit la taille de la commune, c'est ce qui est noté là. Et donc ce soir, je vous propose de désigner un membre représentant et un membre suppléant. En membre représentant, je présente ma candidature, et en membre suppléant, je présente la candidature de Frédéric Bréjard, mon premier adjoint. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc, si vous candidatez, il faut un candidat représentant et un suppléant. Non. Donc, on va voter. Donc, qui est contre la candidature de Catherine Paillard en membre représentant et de Frédéric Bréjard en membre suppléant au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées? Qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Je vous remercie pour votre confiance. Madame Bertolsi. Oui, j'ai juste une question. Est-ce qu'on aura les comptes rendus de cette commission? Eh bien, vous poserez la question aux communautés de communes au prochain conseil communautaire. D'accord. Pour ma part, il me semble normal que tous les conseillers communautaires aient l'information. Alors, monsieur le directeur, vous avez l'info? Oui, au conseil communautaire. Et le rapport de la CLEC, si jamais, peut-être pas avec compte rendu de toutes les réunions, mais le rapport de la CLEC final passera dans tous les conseils municipaux, les 43 communes, et au conseil communautaire. Donc, d'une manière, vous aurez une information. Est-ce qu'il y aura des comptes rendus intermédiaires? Ça, vous poserez la question aux communautés de communes. Je ne sais pas. OK. Et la dernière délibération concerne la création d'une chambre funéraire, 3 rue Viox à Lunéville. Alors, on en a longuement parlé à la commission des finances, pour celles et ceux qui étaient présents. Nous, le conseil municipal donne uniquement un avis au projet que vous avez lu, j'espère. Donc, en fait, on donne un avis favorable, un avis défavorable ou un avis où on s'abstient. C'est un projet donc privé de création donc d'une chambre funéraire qui a été déposé par la société Rosato auprès de la sous-préfecture de Val-de-Briey le 17 avril 2025. Pourquoi la sous-préfecture du Val-de-Briey? Ce que j'avais expliqué en commission, c'est que chaque sous-préfecture a des compétences particulières. Par exemple, Action Cœur de Ville, c'est le sous-préfet de Toul qui est le plus spécialiste dans l'Action Cœur de Ville. Voilà, en fait, ils travaillent, les 3 sous-préfets travaillent ensemble et donc se répartissent un peu les particularités. C'est une superficie de 1045 mètres carrés, comprend une salle de cérémonie de 70 places et un salon d'accueil de 30 mètres carrés. Les articles, je ne vais pas vous les relire. Donc, c'est une demande de dossier privé pour lequel la préfecture de Meurthe-et-Moselle et via la sous-préfecture de Briey nous demande donc de donner notre avis. Vous avez tout un dossier qui vous est présenté. Vous avez vu que tout le dossier respecte, je regarde François Pranier, toutes les prescriptions ABF, toutes les prescriptions de bâtiments, toutes les règles de sécurité. Enfin, voilà. Donc là, moi, je n'ai rien d'autre à vous dire. Parce que aujourd'hui, sincèrement, je n'en connais pas plus sur ce dossier que vous, si vous avez pris le temps de l'étudier et de le lire. Donc, on nous demande un avis. Ensuite, ce n'est qu'un avis. Je tiens à le dire. Voilà. Donc, on va voter un peu différemment que d'habitude. C'est pas pour, contre, on s'abstient. Je vais vous demander
Qui est défavorable à cette création de chambres funéraires? Qui est défavorable? Monsieur Luguier, vous êtes défavorable? Ok, donc. Comment? Ah, mais moi, vous faites comme vous voulez, voilà. Qui vous voulez expliquer votre vote? Oh, ben si vous, allez-y. Ben. Je trouve ça, c'est quand même, on parle quand même de la mort des gens, hein, c'est quand même un sujet extrêmement grave. Là aussi, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas y mettre de la concurrence? Moi, ça me glace le sang, sans jeu de mots, d'entendre qu'à un moment donné, on va mettre une chambre funéraire en concurrence avec d'autres qui sont différemment gérées. Je trouve que voilà, ça devrait être réglementé, ça devrait être régulé par la collectivité, c'est ce que je pense. Voilà. Mais ça me regarde, hein. C'est à titre personnel. Oui, tout à fait. Non, mais voilà. Là, c'est tout à fait des votes perso. Hein. Gérard, vas-y, je te donne. Pascal Huillier. Il faut savoir déjà que le funérarium qui existe est déjà privé, PFG qui contrôle. Et que, surtout, il y a un problème de place. Il doit y avoir que 5 ou 6 salons, je crois. Pour avoir eu ce problème-là, il y a quelqu'un de très proche qui est resté une seule journée, il ne pouvait pas rester plus, et d'autres. Donc si on en a deux, comment? S'il y a une deuxième solution, c'est surtout pour donner aux gens la possibilité d'avoir dignement, d'aller se recueillir sur ces défunts. C'est tout. Mais c'est privé les deux. Il n'y a pas de... De toute façon, en plus, quand tu parles de concurrence, excuse-moi, mais justement, ce serait bien vu qu'il y ait de la concurrence aussi, quelque part, mais c'est pas une concurrence malsaine, c'est une concurrence parce qu'il y a nécessité. C'est tout ce que je voulais dire. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose sur ce dossier avant que je continue le déroulement du vote? Jacques? Oui, juste c'est une petite question que je me pose. Ouais. C'est la superficie du bâtiment. 1000 mètres carrés. Il peut pas y avoir... il doit y avoir un certain nombre de salons. Et puis, parce que 70 places pour une salle de cérémonie, c'est pas si grand que ça. Et 1000 mètres carrés, ça me paraît quand même assez considérable. Hein? Non, mais du bâtiment. Ils vont stocker le matériel, les véhicules, etc. Oui. Les véhicules, pas déficitaires, les véhicules. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non? Alors, défavorable, Monsieur L'Huillier, qui s'abstient sur ce dossier? Non. Donc, je considère que tout le monde est favorable, sauf le vote de Monsieur L'Huillier. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, on fera très certainement... Non, pas de bonnes vacances. On fera très certainement un conseil municipal en juillet. Hein. C'est prévu. Pas au mois d'août. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.